Nous sommes lundi, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité sur Niwa d'Enfant. Dans ce nouveau numéro, je vous invite à plonger au cœur des débats intenses au Parlement de la CEDEAO où les députés sénégalais Guy Marius Sagna s'est heurté à un autre député mécontent des échanges passionnés portés sur des sujets tels que les violations constitutionnelles en Guinée-Bissau, les défis de la souveraineté alimentaire sur le continent et les problématiques de l'intégration régionale. Cette confrontation met-elle en lumière les enjeux cruciaux de l'Afrique de l'Ouest finalement? À qui donner raison? On en parle avec notre invité, Luc Abaki, journaliste et analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de New World. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. D'abord un peu de pédagogie. C'est quoi le Parlement de la CEDEAO et quelles sont les principales fonctions de cette institution? Merci beaucoup. D'abord, il faut comprendre que la CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a été mise en place en 1975 par un certain nombre de chefs d'État de la sous-région, en vue précisément de créer une communauté sous-régionale et envisager l'intégration régionale. C'est-à-dire que, étant entendu qu'il y a plusieurs États qui sont issus donc de la colonisation par l'œuvre donc des colonisateurs, les dirigeants de l'époque ont bien compris qu'il faut unir leurs forces et donc c'est ce qui va leur permettre de capitaliser leur potentiel et de faire en sorte à grandir ensemble. Et donc, dans cette perspective-là, ils ont mis un certain nombre d'institutions, dont précisément la Cour de justice de la CEDEAO, qui est chargée de réguler, si vous voulez, la vie communautaire, de faire en sorte qu'il puisse y exister l'équité et la justice, et ensuite la Cour, le Parlement de la CEDEAO créé précisément en 2006, qui est chargé de légiférer sur les questions majeures liées aux besoins de régulation et de la vie justement du peuple de cette communauté-là. Donc le Parlement de la CEDEAO, c'est l'endroit précis où on pose les diagnostics les plus précis possibles liés à la vie de l'ensemble des peuples des pays qui composent justement cette institution-là. Sa mission, précisément, comme je l'ai dit, c'est de légiférer et c'est de faire en sorte à voter des lois permettant une mutualisation des énergies et puis une gouvernance beaucoup plus saine au sein précisément de cette communauté-là, avec une ambition claire qui est d'assurer l'épanouissement des peuples de cette communauté et de faire en sorte que toutes les lois qui sont votées là soient mises en œuvre de sorte que cet espace puisse être un espace d'intégration et de promotion de l'économie de cette communauté. Ils sont une centaine de députés assiégés au Parlement de la CEDEAO, mais comment sont-ils désignés par les différents pays? Voilà, chaque pays précisément donne un certain nombre. Je crois qu'il y a un quota qui est défini par les pays et la présidence, elle est rotative. Elle va de pays en pays. Mais ceux qui sont représentés à l'Assemblée au Parlement de la CEDEAO représentent précisément le peuple de la CEDEAO. Et une fois qu'ils arrivent là-bas, ils prêtent serment dans le but de travailler dans l'intérêt du peuple de cette communauté-là. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus, ils ne se référencent plus par rapport à leur pays, mais ils se référencent précisément aux besoins d'épanouir la population de cette communauté-là. Voyez-vous? Donc, chaque pays, effectivement, désigne un certain nombre de représentants qui composent, au bout du compte, ce Parlement-là. C'est un peu comme à l'image des élections législatives dans chaque pays qui permettent de mettre en place un Parlement. Mais une fois que ceux-ci-là sont désignés sur la base des critères qui sont propres à chaque État, une fois qu'ils se retrouvent précisément à ce Parlement, ils comprennent clairement qu'ils ont une responsabilité par rapport aux besoins de faire en sorte que les peuples donc de cette communauté-là se retrouvent en ce qui se fait là-bas, d'où la nécessité pour eux de poser des diagnostics et de voir de façon très claire les défis qui s'imposent précisément à cette communauté. Et la 6e législature actuelle est présidée par le Togo, représenté par Minatou Ibrahima, député de la majorité du pays. Et la deuxième vice-présidente est aussi une femme, une Ivoirienne. Mais de plus en plus, les débats sont houleux à ce Parlement. Que se passe-t-il exactement? Quand on parle de Parlement, ça veut dire qu'il faut parler. Et en anglais, on parle de speaker. Le président de l'Assemblée, c'est un speaker. Ça veut dire que c'est l'endroit par essence où l'individu exprime
exprime ou bien fait valoir sa capacité oratoire, sa capacité à réfléchir, à analyser et à décortiquer les sujets et à les exprimer de façon claire et nette, de sorte qu'il puisse de provoquer l'adhésion de ses interlocuteurs, etc. Et donc, il est clair que par essence, c'est le cœur de la démocratie au sein donc de cette communauté, et il n'est pas étonnant qu'il puisse y avoir des joutes oratoires assez belliqueuses, d'autant plus qu'il s'agit de l'expression des points de vue et donc de faire en sorte qu'on touche les points les plus sensibles qui permettent précisément de curer les plaies et de faire en sorte à trouver des solutions les plus pratiques possibles en lien avec le besoin de faire évoluer nos nations et de faire en sorte que cette communauté se consolide davantage et qu'elle promeuve les règles du vivre ensemble et la libre circulation des personnes et des biens. Et donc, le Parlement, il n'y a rien d'étonnant qu'il puisse y avoir des joutes oratoires, même si elles sont belliqueuses, elles importent parce que c'est l'essence même de l'expression de l'expression oratoire, et il est de bon ton que chacun puisse s'affirmer en tant que citoyen, sentant le besoin d'agir et de contribuer précisément à l'épanouissement du peuple de la communauté. Sauf que Lucas Baki parlait, c'est dialoguer, mais depuis quelques semaines déjà, on assiste qu'à des querelles au sein de ce Parlement. C'est ça qui est un peu dommage, parce qu'on a vu que le ton se levé, malheureusement, s'est intensifié, mais je pense qu'il faut quand même rappeler un certain nombre de préalables en ce qui concerne l'art oratoire. Vous savez, l'une des qualités majeures d'un bon orateur, c'est d'avoir la capacité d'écoute d'abord, et ensuite de structurer son raisonnement à partir des faits qui ont meublé le vécu du quotidien, et de structurer sa pensée qui permettent à chaque interlocuteur de comprendre la logique dans laquelle l'orateur parle et pourquoi il parle ainsi, quel est le but pour lequel il le fait. Il me semble que l'autre qualité qu'on peut attendre aussi d'un bon orateur, c'est d'avoir la maîtrise de soi et de comprendre qu'il ne peut s'exprimer que par le verbe. Parce que vous savez que je pense que c'est la Bible qui le dit, que c'est pas avec le verbe qu'on a créé le monde. Et donc, quand vous avez une capacité oratoire et vous donnez de la puissance à votre verbe, vous montrez que vous êtes structuré, vous avez une capacité d'observation, d'analyse, et vous développez une certaine cohérence, vous n'avez pas besoin de muscler pour vous faire entendre. Il suffit précisément d'avoir les mots justes et d'être dans une cohérence qui permette à tout le monde de se retrouver. Parce que nous sommes tous doués du bon sens et de la raison, et chaque fois que l'on s'exprime avec une certaine cohérence en s'appuyant sur des faits évidents, sensibles et manifestes, évidemment on arrive à convaincre. Donc la vocation du parlementaire, c'est d'être capable de convaincre, de persuader et de déterminer les interlocuteurs à une action. Parce que on ne parle pas pour parler, on parle pour atteindre un but, pour provoquer un déclic de l'action en vue d'un résultat bien précis. Je pense que c'est ce qui est en train de se faire là-bas, mais malheureusement, les gens ont encore des ressentis un peu rattachés à leur origine, un peu rattachés à ceux qui les ont missionnés. C'est-à-dire, puisque précisément, c'est chaque État qui délègue les députés là-bas. Malheureusement, malgré la prestation de serment, on a le sentiment qu'il y a certains députés qui se sentent tellement redevables, non pas à leur peuple, mais précisément aux gouvernants, aux dirigeants qui les ont délégués, qui les ont désignés, que finalement ils s'écartent de leur mission, qui est en réalité de parler et de façon claire et précise et d'aborder les sujets de sorte à pouvoir trouver des solutions les plus adéquates possibles en lien avec les aspirations profondes du peuple. On va en revenir plus en détail, mais d'abord, comme on peut le voir, en tout cas les images passées en fond d'écran, le député sénégalais Guy Marius Sagna, qui depuis l'ouverture de la plénière, on va dire un peu vole la vedette du présidium par ses déclarations qui circulent notamment tous les jours sur les réseaux sociaux. On a envie de poser la question pourquoi est-il incompris, ou est-ce qu'il est incompris, ou est-ce que les députés ne se comprennent pas? Non, je pense que Guy Marius Sagna est le symbole du nouvel état d'esprit qui caractérise le citoyen de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
Vous savez que depuis déjà 2 ou 3 ans, il s'agit là du même discours, en tout cas des mêmes analyses que nous opérons ici. Montrant précisément qu'après près de 50 ans de création de cette communauté sous-régionale, elle est en train de faire du surplace, sinon elle est en train de reculer. Il va falloir précisément des gens qui sont capables de poser un diagnostic beaucoup plus intime, plus rigoureux et plus vrai. Les propos que tient le député sénégalais sont relatifs à des faits précis. Et parce que lorsque il vient, par exemple, évoquer ces questions liées à la nature même des rapports, qui sont établis souvent par des institutions internationales et qui s'imposent à la communauté, ou alors quand il pose le diagnostic des importations de produits et qui font qu'on a comme l'impression que les dirigeants renoncent à leur mission qui est de faire en sorte à libérer les énergies, à faire en sorte que le peuple de cette communauté-là se retrouve en leur choix et agissent dans le but de faire évoluer cette communauté. On a comme l'impression que plutôt ces dirigeants sont au service des colons d'hier et des néocolons d'aujourd'hui qui imposent non seulement à cette communauté la conduite à tenir, mais surtout aussi aux chefs d'État de chaque pays. De sorte que finalement, malgré les défis majeurs qui minent nos pays, malgré les difficultés et toute la situation qui nous engluent dans une forme de dépendance, les dirigeants ne sont pas capables de prendre des décisions audacieuses et courageuses qui permettent de provoquer le déclic d'un changement. Le député Guy Marius Sagna, il a son tempérament, il a sa personnalité, mais lorsque vous suivez son discours, vous voyez très bien qu'il ne pose que les faits. Il les pose sur un ton bien précis, c'est vrai, c'est lié à son tempérament et à sa personnalité, mais jusqu'à preuve du contraire, moi en tant que communicateur et suivant de près l'ensemble des mots qu'il utilise, je ne le trouve pas belliqueux, je ne le trouve pas, disons, belliciste ou injurieux dans ce qu'il dit, mais c'est qu'il le dit de façon crue, sans langue de bois, qui nous a été appris par, si vous voulez, le colon d'hier, où il faut à chaque fois caresser le dirigeant dans le sens du poil. Ah, celui-ci a une mission, il a une responsabilité, et lorsqu'il y a échec, il faut pouvoir dire qu'il y a échec, parce que si le diagnostic est mal posé, et bien sûr que la solution aussi sera erronée. Ce qui lui est reproché précisément, c'est la manière de ses critiques. Est-ce que vous comprenez ce reproche? Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis un communicateur. Lorsqu'il dit par exemple que les pays d'Afrique ne sont pas pauvres, parce que le problème est né de ce qu'il a dit, que les pays, il y a un rapport... Ce sont les chefs d'État africains qui appauvrissent nos pays. Voilà, c'est-à-dire que c'est un rapport du PNUD qui est en train de qualifier nos pays de pays pauvres, etc. Et que bon, il y a un certain nombre de difficultés, de problèmes, etc. Sans pour autant nommer les pays concernés. Et donc il dit non. Il y a un lapsus, sinon il y a un abus de langage lorsque on estime que les pays africains sont pauvres. Ils sont plutôt appauvris. Ils sont appauvris par qui? Et lui, il estime que c'est par nos dirigeants. Mais en fait, comprenons très bien, quelle est la mission d'un dirigeant? Voilà un peuple qui, dans le besoin de s'organiser, de sorte à avoir des règles internes de fonctionnement, de sorte à définir une vision et aspirer à une évolution, désigne, si vous voulez, un dirigeant qu'on appelle donc président de la République, etc. Et donc à celui-ci, on remet toutes les ressources disponibles, c'est-à-dire le pouvoir de pouvoir réguler et de gérer l'argent, les moyens, le potentiel humain, le capital naturel, etc. De sorte qu'il puisse résoudre les problèmes du peuple au fur et à mesure. Et donc, si au bout d'un mandat, de 2 mandats et plus, on voit que les problèmes stagnent et s'amplifient, il faut bien qu'on trouve la responsabilité. C'est vrai que ce n'est pas le président de la République qui agit sur le terrain, mais c'est lui qui donne le là, c'est lui qui provoque le déclic, c'est lui qui provoque la dynamique autour de laquelle les consciences vont se mobiliser, de sorte que chaque énergie se libère et agisse dans le domaine qui le concerne afin d'avoir un résultat. Donc, s'il n'y a pas de résultat, et on voit qu'au lieu de travailler justement dans l'intérêt supérieur de la population, on constate plutôt qu'il y a beaucoup de dirigeants qui plutôt sont en connivence avec le prédateur extérieur,
dont le but ou l'aspiration est à chaque fois de pouvoir maintenir notre pays dans une forme de servitude puérile et donc de piller nos ressources, évidemment, on n'a pas d'autre choix en tant qu'élu que de désigner le dirigeant comme étant le responsable précisément de l'appauvrissement de nos pays. Je pense qu'on aurait dû le laisser poursuivre sa logique pour démontrer pourquoi il estime que ce sont les dirigeants qui ont appauvri nos pays. Ce n'est pas un secret, d'autant plus que nous savons tous qu'il y a beaucoup de dirigeants qui pensent qu'ils tirent leur légitimité à partir du perron de Paris, plutôt que de comprendre que leur légitimité, leur cuirasse, leur raison d'être dépend fondamentalement de leur peuple et qui sont naturellement redevables vis-à-vis de ce peuple-là, qu'il faut agir chaque jour de sorte que les pas décisifs soient posés dans le sens de l'évolution de cette population, de l'épanouissement de cette population et du bien-être précisément de cette population-là. Et donc, tous les problèmes qui sont là aujourd'hui, qui font que la population de notre communauté est encore pauvre, on parle de près de 49 millions d'Africains, en tout cas de cette communauté, qui risquent d'être dans une... qui risquent de faire face à la famine, et donc beaucoup d'autres problèmes sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan de, en tout cas, du vivre ensemble, etc., etc. Ça veut dire qu'il y a un échec, non pas seulement de la communauté, mais de chaque dirigeant pris individuellement, parce que justement, ils n'ont pas embrayé la pédale qui permette de provoquer le déclic du développement de nos pays et de l'épanouissement de nos peuples. Les désaccords entre les différents pays membres de la CEDEAO nés depuis la succession des coups d'État dans la région semblent s'accentuer. Ce Parlement risque-t-il se retrouver à l'image de l'institution mère? Non, c'est intéressant de toute façon parce que moi je pense que il faut casser les œufs pour pouvoir faire des omelettes. Et c'est intéressant qu'on puisse voir qu'il y a ces genres d'affrontements à cette institution parce que c'est ça qui permet de libérer les énergies. Et cela permet aussi de dénuder les âmes légères qui sont en train de dévier par rapport à leur mission. Parce que je vous ai dit que le député du Parlement, une fois qu'il est là-bas, prête serment. Il prête serment pour travailler dans l'intérêt du peuple de cette communauté-là. Et non pour préserver l'ego ou en tout cas caresser un dirigeant quelconque. Donc, les problèmes, ils sont là. Les députés sont chargés de les analyser et de trouver des solutions les plus appropriées possibles en légiférant de sorte que cela puisse s'imposer à des dirigeants. Et donc, lorsqu'il est dit de façon générale que en fait ce sont nos dirigeants qui appauvrissent nos pays, il ne s'agit ni d'une insulte ni d'une injure. Il s'agit là d'un fait, d'un constat qui peut être critiqué. J'aurais bien voulu que la députée ivoirienne laisse ça, le député Sagna finir, si vous voulez, son raisonnement et ensuite réclamer la parole pour ensuite démonter ce narratif-là à partir d'un nouveau argumentaire. Et nous, les observateurs, on a le temps d'apprécier le niveau de pertinence de chacun des intervenants. Et c'est ça, c'est de cette critique ou de ce débat contradictoire que jaillit précisément la vérité. Donc, lorsque vous étouffez un interlocuteur et vous l'empêchez littéralement de tenir son raisonnement au point même d'en venir aux muscles, il s'agit là d'une réaction instinctive, périphérique, un peu trop, si vous voulez, on nous a dit en terminale que ce sont les animaux qui agissent par instinct et que nous, notre vocation, c'est de travailler sur notre être de sorte à faire valoir plus nos facultés et à faire en sorte à les capitaliser pour être plus rentable à travers notre raisonnement, notre attitude, notre posture et toute la fertilité de l'esprit qui caractérise l'être humain. Je pense qu'en évoluant et en étant justement à ce niveau-là, pour représenter des peuples entiers, il va falloir qu'ils puissent agir par l'exemple de sorte à inspirer le peuple qui attend beaucoup de ces gens-là. Voilà. Le député sénégalais Guy Marius Sagna, de par donc ces déclarations jugées provocantes de la part de ses collègues, le qualifie désormais d'activiste. Il est d'ailleurs menacé d'une, en tout cas, motion pour demander son retrait du Parlement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais c'est amusant. Mais il faut comprendre une chose.
pendant des années, depuis 2006 où ce Parlement a été créé, il est très rare de voir un député qui décide en fait de s'affranchir de tous les goulots d'étranglement, de toutes les contraintes liées à la redevabilité vis-à-vis des dirigeants, pour décider de tenir un langage de clarté, de précision, de vérité, de sorte que les gens puissent se retrouver, en tout cas voir véritablement ce qui mine nos problèmes. C'est cette complaisance en réalité qui explique que jusqu'à présent, nous sommes en train de faire du surplace ou dans une reculade malheureuse et qui empêche qu'il y ait un déclic décisif. Donc, il faut comprendre qu'effectivement, tout changement est toujours difficile. Mais je pense que la nature des débats actuels au niveau du Parlement, ça rime parfaitement avec l'état d'esprit actuel du citoyen de cette communauté-là. Vous voyez très bien sur les réseaux sociaux et partout à travers nos débats ici, sur ces créneaux-là, la manière dont nous sommes obligés de poser les diagnostics qui minent précisément notre communauté-là. Donc je pense qu'il est important que les gens décident de s'assumer, d'assumer leur mission et de faire en sorte à ne pas être complaisants. Ça va être très difficile parce que ça fouette, si vous voulez, l'ego de beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils sont sur le piédestal de l'État, considèrent qu'ils sont intouchables, des représentants directs de Dieu et à qui on ne peut jamais adresser aucune critique. Or, ce faisant, ils n'ont pas la science infuse. Et donc, restant donc dans cette complaisance-là, ils n'ont pas la possibilité d'être secoués, ils ne sont pas secoués. Et donc, ils sont dans leur aise et ils n'ont pas les solutions. Ils restent là à jouir malheureusement des ressources que mettent les peuples à leur disposition. Et malheureusement, le continent n'évolue pas. Vous défendez la raison et la logique et que répondez-vous à ceux qui, par contre, estiment qu'il y a plus de passion dans les débats? Mais vous ne pouvez pas... Vous savez, la passion est une arme de combat pour la vie. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un domaine d'action donné, si vous n'êtes pas passionné, vous allez être maladroit, vous allez être superficiel. Vous ne serez pas en mesure de creuser davantage le sujet pour en ressortir les nutriments les plus enrichissants possibles. Il est certes vrai que lorsque vous êtes à un niveau élevé de la société, vous devez contrôler vos aises, vous devez contrôler votre état d'esprit, etc. Mais cela n'empêche pas d'imprimer une certaine puissance à votre verbe et une attitude qui permet de convaincre ou du moins de provoquer un nouveau déclic. Je vous donne un exemple. Quelqu'un comme Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, est connu pour son attitude très soft, très élégante en tant que ministre, diplomate, et chaque fois qu'il parle avec une certaine douceur et une certaine rime. Mais lorsque les problèmes se sont accentués et il s'est retrouvé devant le panel à Bruxelles, où il avait les interlocuteurs les plus appropriés possibles, notamment l'Union européenne, la francophonie, etc., et où il sait que ce sont eux qui œuvrent pour maintenir son pays dans une difficulté permanente, il a rehaussé le ton. Il a été plus rigoureux, plus ferme, il a imprimé à son discours une certaine vitalité et une certaine énergie, et cela a provoqué un nouveau déclic, parce que vous savez, quand les âmes sont inhibées, quand des esprits sont complaisants, si vous voulez provoquer un déclic, bien sûr que vous devez rehausser le niveau de langage et d'expression, de sorte que vous puissiez avoir un résultat. Et vous avez vu tout le tollé que son intervention à Bruxelles a suscité. Et vous voyez tout l'intérêt que les interventions du député Sagna sont en train justement de créer au sein de la communauté. Parce que nous avons besoin de l'émerveillement. L'âme humaine a besoin de l'émerveillement. Sauf qu'au sein du Parlement, ceci crée beaucoup plus de la colère. Mais comment justement ramener la quiétude pour permettre aux députés d'aller vers de véritables débats, discussions et en venir avec des solutions? Pour dire vrai, il y a de colère que pour des gens qui ne raisonnent que par leur ego, pour qui estiment que bon, il y a certaines personnes à qui on ne doit pas adresser des critiques parce que bon, ben ils ont un titre. En fait, ce sont des êtres humains. Il n'y a pas de président de la République s'il n'y a pas un peuple. Il n'y a pas de député du Parlement s'il n'y a pas un peuple. Il n'y a pas de dirigeant s'il n'y a pas un peuple qui lui confère le pouvoir. En fait, le pouvoir en premier dépend littéralement et fondamentalement du peuple. Et donc, on ne peut pas mépriser le peuple. On ne peut pas insulter le peuple. On ne peut pas étouffer le peuple qui détient le pouvoir
pour juste vanter les mérites d'un président, juste parce qu'il porte un très bon costume, une belle cravate, il est dans une limousine et il marche sur un tapis rouge. Ça veut dire que si le président a besoin vraiment de refléter l'image qu'on attend de lui, d'être quelqu'un qu'on respecte avec beaucoup de déférence, il va falloir que ses œuvres parlent en son nom. Et c'est ce qu'on attend précisément des dirigeants. Vous ne pouvez pas vous mettre à critiquer un dirigeant qui a des résultats et qui, bien sûr, dont les actions permettent d'assouvir vos besoins. Donc c'est pour dire que c'est la quête du résultat qui pousse les gens à être aussi incisifs et déterminants dans le discours qu'ils portent vis-à-vis donc de nos dirigeants d'aujourd'hui. Pour terminer, Lulu Kabaki, le député sénégalais Guy Marius Sagna, dans ses propos, aurait traité des présidents, certains présidents, en tout cas de la région, de n'importe quoi, d'autres de syndicalistes. Sur les réseaux sociaux également, parfois il arrive sur d'autres cieux que des activistes ou des internautes traitent des présidents de tarés. On a pu voir, en tout cas au-delà de nos frontières en France, un citoyen giflé en chef d'État, notamment en France avec Emmanuel Macron. Est-ce que justement, au jour d'aujourd'hui, le poste, aussi le rôle de président, la valeur accordée à ce poste commence par, en tout cas, perdre de sa quintessence? Voilà, je pense qu'il y a un besoin d'exhorter les activistes, en tout cas tous les citoyens du monde, à avoir de la mesure. Si vous voulez afficher... Vous reconnaissez qu'il y a parfois de l'exagération? Absolument, absolument. Oui, bien, je vais en venir. C'est de dire qu'en fait, si vous voulez que votre message passe, c'est-à-dire que vous avez une cible à qui vous adressez un message dans un but bien précis, celui d'avoir un résultat, il ne sert à rien de l'injurier, il ne sert à rien de l'insulter, il ne sert à rien de se moquer de la personne. Il faut tenir un langage pédagogique en vous appuyant fondamentalement sur les faits, de sorte à provoquer un déclic dans sa conscience. Parce que si vous venez à l'insulter, vous le braquez. Et lorsqu'il est braqué, alors qu'il a le pouvoir de vous étouffer, il va l'utiliser parce que son ego s'est amplifié et s'est durci. Vous voyez? Donc, je pense qu'il faut toujours avoir de la mesure. Lorsque vous avez de la mesure, cela ne vous empêche pas d'être véridique et de toucher du doigt les problèmes majeurs auxquels la population fait face. Mais jusqu'à preuve du contraire, je pense que dans le cas précis du député Sagna, il n'y a pas encore eu d'écart de langage. Mais je reconnais qu'à travers les réseaux sociaux et avec le monde du spectacle d'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas qu'il faut mettre des gants et parler avec une certaine forme d'élégance. Parce qu'en réalité, c'est là aussi que vous affichez votre image. Si vous n'êtes pas élégant, vous n'êtes pas éloquent, vous n'avez pas une rhétorique bien structuré qui puisse susciter l'appétit et l'envie de vous écouter, vous allez passer à côté parce que à partir de ce moment-là, vous braquez les gens, vous révoltez les gens et vous risquez de vous attirer plutôt des ennemis. Donc, il faut être toujours posé, élégant, même si vous avez de l'énergie et de la vigueur, comme nous le faisons ici, il faut toujours avoir les mots les plus justes possibles qui désignent les faits et qui permettent à chacun de prendre conscience de l'enjeu majeur et du besoin de passer au-delà de l'existant. Très brièvement, pour la CEDEAO, que faire pour amener la quiétude? Non, c'est important que chacun sorte de son ego et chacun comprenne que chaque fois que vous prenez la parole, vous devez atteindre une cible. Et cette cible-là, le but, c'est de la mêler à changer de méthode et à faire un pas de plus vers l'évolution, vers la consolidation des acquis démocratiques, vers le renforcement des valeurs humaines et les valeurs de la cohésion sociale, les valeurs du vivre ensemble. Sinon, vous allez pérorer de façon inutile et on ne pourra pas avoir des résultats. Il est important que ce Parlement-là se montre suffisamment à une hauteur acceptable, de sorte que les diagnostics qu'il pose puissent en même temps intéresser les dirigeants, qui ne soient pas trop orgueilleux, qui ne soient pas trop suffisants, qui ne se complaisent pas trop dans leurs titres, mais qu'ils comprennent que leurs œuvres vont parler d'eux. Et donc, il faut œuvrer pour que le peuple soit content. Lorsque les enfants de la maison sont contents parce qu'ils sont bien nourris, ils célèbrent leur papa. Et c'est ce que nous attendons précisément de nos dirigeants. Merci, Luc Kabaki, journaliste et analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est un plaisir à chaque fois d'être ici. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.